Welcome to the Translation Slam of the Writers of the World Festival. This is the second time we hold a Translation Slam in this festival. We did this at the Writers of the World Festival last year with different writers. We did not have any Indian writers. This time around we have only Indian writers, and it's going to be extremely interesting. My name is Xavier Combe. I am French. I'm a professional conference interpreter. I speak English because I grew up in the US. I happen to be the president of the French Association of Conference Interpreters. I teach translation. I wrote a bunch of books on translation studies and all kinds of stuff. Most interested in translation, wordsmithing, and arguing about words. That's what I enjoy. And tonight is a great evening for me as well. This evening we have it's great pleasure and honor to have three outstanding Indian writers, Akhil Sharma, Sudeep Sen, Gitanjali Shri, and 6 translators, Cyrielle Ayakatsikas, Bernard Turle, Olivier de Paris, Dominique Vitalios, Tani Dierauer, and Annie Monteau. I will ask them to introduce themselves briefly when the time comes. The way we're going to do this is we have a screen, as you may have seen, but we only have one, as you may also have seen. So unfortunately, we can't screen everything at the same time, which is why we decided that we would design a very sophisticated iPhone 6 app that you could download, where we would give you all the texts and you could actually feed us some comments on Twitter and Facebook. Obviously, it didn't happen that way. Okay? We tried for a minute to entertain that idea. That's where we stopped. Okay? Maybe sometime we'll do that, but not this evening. This evening we're still kind of old-fashioned and we still have hard copies, which you were hopefully given. The original texts will be shown up on screen, and the translations will be read out, and you will have them on your laps to follow us. At this point, I also need to to give you a very important piece of information. You may hear some people who are speaking at the same time as me right now. We have 2 conference interpreters up in a booth there on the balcony, Pascal and Una, who are desperately trying to translate everything I'm saying simultaneously back into French. And the people who are wearing headsets in attendance can hopefully understand what I'm saying in French. Okay? So I need to make a special effort to try to speak clearly and slowly, because simultaneous interpreting is a very difficult task. I can tell you, I've been doing it for 30 years. I still find it difficult. It's never easy. And with a crowd like this, of people who are both talented and very opinionated, it's going to be very challenging. So we're going to go back and forth. Okay, so we're going to start with Akhil Sharma. Here he is, right here. So I suggest you introduce yourself, and maybe we could put the first text up on screen. Here we go, wonderful. Akhil, could you just say a few words about who you are, what you've done, briefly? I know it's challenging to be brief, but tell us a little bit about yourself and your work. My name is Akhil Sharma. I left India when I was 8 and moved to America. Whenever I would go back to India, I would primarily live in this lane that I describe in this story. I've written 2 novels and a bunch of short stories. The way this short story came about was that I had spent 12.5 years writing a novel, 7,000 pages. And when I finished writing it, my first thought was I didn't know whether the book was any good, and I wanted to forget it. And I wanted to move forward, cover up that shame by moving forward. And so I immediately began writing this short story. And so wrote this thing, and I've never read it out loud. But I enjoyed writing the story.
Great. Tell us what happened to that 7,000-page book. It's kind of mind-boggling. So the book is going to come out in French in January. The title of the novel in English is Family Life. If anybody has a good title in French, I'm open to hearing it. The problem with these 7,000 pages now is that everything, almost every sentence or paragraph is custom made to a narrative. And so you can't really just chop and recycle these things, unfortunately. What is interesting now when I wrote this story was discovering how much I had changed as a writer through the writing of this book. That is, that I can cover much more time. This book covers like 30 or 40 years, that I can use exposition in a different way than I could ever use before. It's a very different story. The style of the story is very different from anything I'd ever written before. I'm still flabbergasted by the 7,000 pages. Excuse me. It's just totally mind-boggling. And in French, of course, you realize that there's a coefficient whereby French is notoriously 30% longer than English. So we're not even looking at 7,000 pages in French. We're looking more along the lines of 11,000, right? So the book is going to be about the size of this chair here, isn't it? I wore out 3 chairs. Okay, and isn't there a book by Russell Banks entitled Family Life? Am I mistaken? Does anybody know a book by Russell Banks entitled Family Life? Am I the only one who... He was inspired by this book, which is not written. I see, maybe, okay, maybe I'm wrong, I don't know. Anyway, so here we have Akhil Sharma's We Didn't Like Him. Go ahead, shoot. So by the way, the reason I begin with the opening of the story is We Didn't Like Him. And the reason I begin with We Didn't Like Him is for 2 reasons. That, whenever possible, begin a story with a fight. People love that stuff. And also that stylistically, to begin with a we is so unusual that it again draws the reader in. So, We Didn't Like Him. Manchu was 14 and we were 8 or 10. And instead of playing with boys his own age, he forced himself into our games. Often he came out into the lane, and if we were playing stick, he'd say, "Give me the stick." Intimidated, we'd hand it over. The lane had 3- and 4-story houses on both sides, so closely pressed together that the alley was always in shade. Once, we were playing cricket in the lane, Manchu batting. Nobody could get him out. The boy who was bowling, an 8-year-old, became angry and flung the ball away. Manchu twisted the boy's arm behind his back, forcing him to his knees. Then he gently tapped the top of the boy's head with the cricket bat, as if the boy were a wicket being driven into the ground. Manchu was large, dark-skinned, round-faced. He was my father's sister's husband's sister's son. Since he belonged to my aunt's husband's family, we had to show him the respect due to a family that takes a daughter away. The fact that I had to show deference was one more reason that he irritated me. And because I was related to Manchu, the other boys treated me badly. They blamed me for his behavior, as if my family were responsible for whatever he was doing. Manchu's father had died when he was 6. He lived with his mother in a large room on the 2nd floor of an old house. The room had a high ceiling and blue-green walls. The nicest thing about it was the swing that hung from the center of the ceiling. Manchu's mother had diabetes and got tired easily. Many evenings after she had gone to bed, Manchu would visit our house. When he came, he paid no attention to me. Instead, he addressed himself to my parents. He had a way of speaking that suggested that he understood other people's motivations. "Uncle," he said to my father once, "you know what Mrs. Kohli is like." When he spoke as if he knew things, I would think, "Who are you to talk this way?" Because I was 8 and cruel the way children are, I also thought, why do you think you can talk when you don't even have a father? My parents belong to a generation that is mostly gone now. Those very formal men and women who measure distance with kos and counted change in annas. When Manchu visited, my mother made him sherbet and presented it to him on a tray, the way she would have served it to an adult toward whom the family had to show respect.
My parents were polite with Manchu, but periodically they showed that they found him irritating too. Once my mother told my father that everything Manchu said was probably an echo of something his mother had uttered. Another time when Manchu passed 7th standard and his mother went around the lane giving out boxes of sweets, my father said, surely he must have cheated. Put your hands together for Akhil Sharma. Thank you, that was great. Did you enjoy reading that? It was interesting to remember the motivations for the different lines. That I found very strange. Like so that was for me, a strange thing to remember. I related myself to Manchu. I would have been the Manchu character in the story instead of the I. Like I was the child who was so alienated that he would try to intrude into games of children much younger than he is. And I would be the one who would go around, because I was so alienated from my parents, I would go around and try to talk to adults just so that I would have an adult in my life. So that was very interesting to remember all those things. Great. Well, thank you. I think it's a wonderful short story. It's so, well, it captures a great deal of emotion and truth about life, and of course a great sense of humor. I mean, you got laughter from the audience, which is probably very delightful for you. So now we have 2 translations that we're going to comment on, hopefully with a lot of humor as well. We have Bernard Turle and Cyrielle. Actually, I was thinking maybe it would be a good idea if you both read out your translations, but not the full translation, maybe just the beginning and then the middle, and move on like that. Now, before we begin, I suggest we do ladies first with Cyrielle. You agree, Bernard? Good, very good. We didn't have much of a choice. Do you agree, ladies? That's a good idea? No? Oh, you're right. Yes, actually, it could be. Yes, yes. We're very PC here, so we have to watch out. Okay. So, Cyrielle, could you tell us briefly a little bit about yourself and what you've done, and then I'll ask you a few questions about the translation. You can speak French or English, as you prefer. I think I'll speak in French. Donc voilà, je m'appelle Cyrielle Ayakatsikas, j'ai une trentaine d'années, je suis traductrice depuis quelques années, et j'ai commencé en fait en tant que relectrice de traduction correctrice pour les éditeurs. Donc c'est un exercice qui me plaît particulièrement parce que je suis habituée à me poser beaucoup de questions sur les choix de traduction en permanence, et je me fais souvent l'avocat du diable pour mettre en difficulté les traducteurs et pour essayer de vraiment sortir le meilleur de leur traduction. Et voilà, et donc l'un dans l'autre, j'ai fini par être traductrice. Au départ, je ne me sentais pas vraiment légitime dans ce métier parce que je me sentais plutôt correctrice, et finalement, j'y prends goût et ça me plaît de plus en plus. Donc voilà, je suis très contente maintenant de faire de la traduction et ça me plaît. De la traduction littéraire? Littéraire, fiction, contemporaine surtout. J'ai traduit un roman de l'écossais, en ce moment je traduis un roman de l'américain, je traduis pour plusieurs maisons d'édition. J'ai commencé aussi avec la jeunesse. Récemment, j'ai traduit un recueil de conversations sur le blues du Mississippi, sur le blues du Delta. Voilà, je fais beaucoup de choses. Oui, c'est d'une très grande diversité, c'est bien. Oui, j'aime bien varier les plaisirs. Bien. Je vous propose, Cyrielle, de lire le premier paragraphe de votre traduction. I'm going to switch back to English. In the ground rules, I explain that when the translation is being read out in French, the interpreters up there, Pascal and Una, will be translating the translation back into English for the sake of the writer. Okay? Which means, Akhil, that you will be listening to a text in English which resembles your original text, but it's not your text, because the interpreters have been asked not to read your text as they interpret the translation. I told you this would be weird, it is, but I think it's interesting. So let's just give it a shot. Cyrielle, all yours. Nous ne l'aimions pas. Manchu avait 14 ans, nous en avions 8 ou 10, et au lieu de traîner avec des garçons de son âge, il s'imposait dans nos jeux.
Il venait souvent dans la ruelle, et si nous étions en train de jouer à stick-stick, il disait « Passez-moi le bâton ». Intimidés, nous obéissions. Ok, merci. Donc on garde ça en tête. On va passer à la deuxième traduction, qui est celle de Bernard Turle. Alors même principe. Présentez-vous rapidement. Bernard, dites-nous ce que vous faites. It will be very fast, actually. You just have to read a very small book that I wrote about the life of the translator. Not translation, no translation studies, but just the whatever it is that makes up our everyday life. It's called the diplomat, actor, translator, spy. So it gives you about quite a lot of... It's in 40 pages, so it's very fast. Oh, cool. Is that in French or in English? Bilingual. Oh, wow. For the first time I was translated by someone. I was the author and I was translated. I wrote it in French. Right. And Daniel Gann, who works at the American University in Paris, translated it into English. Cool. I'd love It to was- read that. Who is the publisher? Sylph Editions in collaboration with the American University of Paris. Oh, cool. So it tells you all about maybe what you think it is like, but it goes quite deeply into the frustration and whatever Okay. makes So- our life, and the beauty, of course. Of course. So if there are people in the audience who wish to become translators, or if there are people Yeah, in the read audience it. who have children who wish to become translators, I think this is a must-read. Yeah, it is, yeah. Okay. So I won't say more. Good. So I translate quite a few Indian authors, but not only Indian authors. Actually, I translate authors from all continents, because when I started, when I was very young, I knew that it would be a very demanding kind of life, very literary, and it has proved to be so. We're here quite a few translators, but in fact we hardly ever meet because it's just our computer and us. Actually, it started with the writing machine, but now it's the computer. And somewhere in the world, an author, we exchange emails, except when we meet, because I translated Narcopolis, for example, G-Tales, who was here just before, and quite a few other Indian authors, but not only. How long have you been a translator? Longer than you care to remember. Okay, thank you. Okay. Oh, great. Oh. Okay, Well, that's wonderful. so that doesn't mean I don't have to read it. Well, no, read it. Thank you. Sure. Because apart from being a translator, because I didn't want to become mad, for 15 years I did a festival, a music festival and theater festival, and I stopped about 3 years ago. So from time to time it's a pleasure to be back on To stage. be back on stage. Go for it. And of course, of course you'll see that there's like a strange thing happening in this little paragraph. Nous ne l'aimions pas. Otherwise, the rest is practically similar to Cyrielle. Manchu avait 14 ans, nous en avions 8 ou 10, mais au lieu de jouer avec les garçons de son âge, il s'imposait de force dans nos jeux. Souvent, il sortait dans la ruelle, et si nous jouions à Gilli Danda, petite baguette, gros bâton, il disait « Filez-moi le danda, que je fasse sauter la Gilli ». Vous verrez que c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait du théâtre, parce que quelquefois ça se sent dans mes traductions, et il y a des impros. Intimidés, nous le lui tendions. Très bien, merci beaucoup. Pour faire le commentaire de la traduction en français, je crois qu'il faut s'exprimer en français, ce sera sans doute plus logique. Vous nous dites, Bernard, qu'il y a beaucoup de similitudes avec le texte de Cyrielle, mais en l'espace de quelques lignes, moi je vois déjà pas mal de différences, à commencer par le fait que Cyrielle nous dit, au lieu de traîner avec les garçons de son âge, vous vous dites, au lieu de jouer avec les garçons de son âge. L'anglais, je vous le rappelle, c'est « instead of playing with boys his own age ». Donc là, il faut qu'on demande une justification à Cyrielle, évidemment. C'est elle qui est sur le grill. Pourquoi traîner alors que l'anglais est « playing » ? Alors, je plaide coupable et j'assume. En fait, je me suis posé la question, j'avais un problème avec jouer et jeu. Pour moi, c'était trop similaire. En fait, c'est un petit peu mon cheval de bataille, les répétitions, les choses comme ça, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Et je n'avais pas envie d'avoir joué et jeu dans la même phrase. Donc j'ai essayé de trouver, je me suis dit des enfants qui traînent ensemble jouent forcément, au sens ça va pas vraiment changer grand chose, et je
je pense que j'ai privilégié les sonorités plutôt que le sens. D'accord. En étant l'avocat du diable, je dirais que jouer est tout de même assez loin dans la phrase de jeu. On a Oui, quand oui. même quelques mots qui séparent. Oui, c'est défendable après. Donc, Ça, je pense que moi, la on va répétition de jouer et jeu, personnellement, moi, me gêne pas trop en français. Cela dit, Bernard. Cyrielle, qui a déjà l'habitude des maisons d'édition, sait très bien que dès qu'un crois que c'est un traducteur défaut. met le même mot à 3 pages d'intervalle, on vous dit vous avez fait une répétition. C'est une déformation professionnelle, c'est sûr. Ah. Et donc là, il faut lire Kundera là-dessus, sur le passage qu'il a fait sur la traduction, où il descend notamment les maisons d'édition, Oui, les c'est pas le seul. traducteurs et traductrices, et les maisons d'édition parisiennes notamment. Germanopratique, Je vais vérifier s'il y en avait dans la Oui, salle. pardon. Et il montre que, enfin, il dit que c'est de la folie et qu'ils ont massacré Kafka. Et dans un livre très intéressant qui s'appelle Translating India, les spécialistes de la traduction en Inde, c'est vraiment un livre très, très, très intéressant, disent que nous sommes complètement paranoïaques. Alors évidemment, les Français, dans la traduction, dans l'exercice de la traduction, alors eux, ils vont un peu loin. Ils font un rapprochement, par exemple, avec le fait que la traduction des grands textes sacrés qui ont été traduits dans les langues vernaculaires ont complètement changé, que par exemple le bon devient mauvais, etc. Donc comme ils ont cette tradition, la traduction est quand même un art assez... on peut beaucoup broder. Ah, dites donc. Voilà. Bon, merci beaucoup de cette J'en prie. mise en perspective, fort riche, un Je petit me peu prépare pour un effrayante peu. d'ailleurs, mais bon. Alors, voilà pour la justification et la contre-justification. Il n'y a pas de vérité à tirer de ça, hein. On ne marque pas de points, il n'y a pas d'image ou de bonne ou de mauvaise note, évidemment. Chacun se fait sa propre opinion là-dessus. Je vais quand même donner une petite opinion personnelle. Traîner et jouer, ça n'a pas tout à fait le même sens. Ça donne d'emblée une ambiance au jeu de ces enfants. Le traîner. Alors, je ne dis pas que c'est la mauvaise ambiance, mais ça donne une ambiance différente de jeu dans la ruelle que celle que l'on a avec jouer. Évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Mais je défendrai presque ma coéquipière, parce que en fait, ça dépend du personnage qu'on veut créer, parce qu'on a peu de temps. Donc, moi, ça ne me gêne pas du tout que Cyrielle ait mis traîner. Alors maintenant, on va voir si Akil aurait quelque chose à nous dire. Akil, we've just had a discussion about one word, and that word is to play. You would think that that would be easily translated into French. We can argue about it till the cows come home. So we're stopping the conversation here. I'd like to know what you got out of this little exchange we had about that one word. To play. You weren't expecting a discussion in French about it, I'm sure, and you probably find it surprising. Tell us what you think. I'm first enormously impressed by the seriousness with which the two translators approached this. And we don't fool around here. We don't fool around. That was, and it made me aware once more how much translation is a parallel art, compared to the writing of fiction. Like it is, it's like when in music, when the composer writes walking pace, and that's up to the pianist to interpret. So it felt very much like that. For me, I was trying to create. For me, oftentimes what happens, I use game and play. Because I wanted to create a blur of activity. The idea of having a blur of activity is that the image is a little bit stronger. It rests a little bit for a little bit longer inside the reader's mind. And so to switch away from that that was my motivation for why I did it. I don't know what is needed for a French audience. And my translator for my novel said that she also had an issue with the repetitions that I tend to use. For me, I use a lot of these repetitions because in some ways the repetition suggests awkwardness, or it's almost a borrowing of authenticity by not being artful. Like when I read my first book, it is very artful,
and I've resisted it with my second book and with this writing. Okay, good. Thank you. How about that word to play? Because we're not going to wordsmith every single word of each and every translation, folks, but I think we need to show what is possible. Cyriel's interpretation, as it were, is the kids would be in this lane that you describe, and they sort of played around aimlessly, or were sort of loafing, possibly. Loafing would be a pretty good word to translate. Traîner, maybe, I don't know. Hang out. Thank you. Yes, there you go. I told you this was a good audience. Hang out is good. A little bit American and a little bit colloquial. Of course, you can say so is loafing, of course. But anyway, we got the point. So what do you think about that? So you're playing being translated into loafing or hanging out. Does that sort of convey the atmosphere that you're trying to instill? It does not for me, because the effect that I'm seeking is the effect of mobility in motion. And so if I had wanted something where there were more pauses, I would have written it in a slightly different way so that there would be more pauses. Okay, great. Thank you. Very interesting. Now, that's not to say that Cyriel is wrong. That's to say that... I'm defending you now. That's to say that her interpretation of your writing is not in alignment with your intention. No, I think her interpretation of my writing is her interpretation of what the audience needs. It isn't a response to my writing, right? Because she's describing what would occur in French, what is needed, like what is the response to a French audience. Great. So that is more precisely what is occurring. It isn't my writing that is being interpreted. It is a relationship with the audience that is being done, that is being generated. I think somebody's wanted to applaud that, because I think it's pretty outstanding. That was wonderful. Thank you so much. That was very well said. I hope somebody recorded that. That's great. Anyway, okay, so we can move along. We don't have anything up on screen anymore. I just wanted to make sure, oh, thank you. I just wanted to make sure that Bernard and Cyriel both translated Lane by Ruel. Did you both say Ruel? Yeah. Okay, great. And of course, there's this, you took two diverging paths to translate the stick. Cyriel stuck to the stick, if I may say so, whereas Bernard gave us an explanation. I kind of enjoy both. That's great. I think both are great. What does the audience? Sorry, I think this needs explanation. If you think it needs an explanation? Well, at least my stand. Sorry. What do you think, Cyriel? D'abord, je voulais dire que c'est pas par paresse que j'ai laissé l'anglais. Non, c'est que c'est pas par paresse. J'avais bien étudié la question et j'avais effectivement trouvé le Gilly Danda, le jeu. Mais bon, déjà, obviously, on peut pas mettre de notes de bas de page sur un texte aussi court, ça n'a aucun intérêt. Donc la question se posait pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il fallait pouvoir soit expliquer comme vous l'avez fait dans le texte. Et moi, j'ai pris le parti de laisser le mot anglais parce que je me suis demandé si Akil n'aurait pas utilisé le mot hindi s'il avait voulu. Je me suis dit, il a des termes anglais, alors qu'il aurait pu utiliser le terme du jeu. Si c'est bien de ce jeu-là qu'on parle, parce qu'on n'en est pas sûr en fait. J'ai pas osé poser la question, je me suis dit comme ça au moins ça fera le débat si on n'est pas d'accord avec Bernard. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de laisser l'anglais parce que je me suis dit, si Akil avait voulu choisir le terme hindi, il l'aurait choisi. Bon, ça a été le choix définitif. Très bien justifié. Bernard? Okay, this might be a bit long, then I'll just shut up. Yeah. But okay, I did this as a provocation for tonight. Okay. Sorry. Yeah. Okay, I think, you're the star. but not only that, it's very serious, yeah? Now, you have stick. Now you have a translation problem. You have a problem because sorry, je peux lire. Là, je serais pas méchant. Nous étions en train de jouer à stick. Il disait passez-moi le bâton. Ok.
moi, je me dis, bon, d'accord, il y a beaucoup d'anglicismes, enfin, les anglicistes ne lisent pas la version française, ils vous disent, oh non, moi, j'achète pas votre livre parce que je le lis en anglais, voilà. Donc, c'est les Français, les francophones qui lisent votre traduction. Stick, stick, ça ne veut pas forcément que ça veut dire bâton, stick. Donc, ça me pose un problème de dire, ils vont jouer à stick, stick, et il disait, passe-moi le bâton. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier problème. D'accord, en effet. Parce qu'on a deux solutions. Parce qu'on a aussi la solution, nous jouions à bâton-bâton. Oh, oui, non, non. Bâton, Je- ça veut rien dire. Je suis en train de disséquer Oui, très bien, le non, travail dont je on est là parlais pour tout à ça. l'heure du On est là traducteur. pour ça. Seconde par seconde, son esprit fonctionne de cette manière. Bon. Deuxième chose, quand j'ai lu Stick Stick, d'abord mes amis de Bombay m'ont déjà parlé de... Moi, j'ai jamais joué, mais ils en parlent souvent de Gilli Danda. Et récemment, j'ai traduit Callian Ray's No Country, où lui a utilisé Gilli Danda. D'autre part, comme je suis un défenseur de la littérature indienne autant que je peux, et donc de mes amis indiens, qui sont nombreux, et que beaucoup d'entre eux me disent « Il y en a marre, les Occidentaux, vous nous avez fait depuis des siècles avec votre anglais, votre français, vous nous l'avez imposé. À notre tour maintenant, et c'est à juste titre qu'ils le disent, vous pouvez bien supporter quand même 40 mots en hindi ou en marathi, c'est tout à fait logique. Bon, moi, comme je suis de leur avis, j'irai plutôt dans ce sens-là. Voilà. Mais voilà, et de toute façon, après, là, je l'ai fait pour engager la discussion, mais ce que j'aurais fait si j'avais traduit professionnellement pour une maison d'édition, j'aurais contacté l'auteur et je lui aurais posé la question. Voilà, ma position, elle est là, parce que le traducteur, la traductrice, c'est pas forcément quelqu'un qui essaie de se calquer sur le personnage de l'auteur, le texte de l'auteur, etc. Il a aussi son opinion, ou elle a son opinion. Oui, donc, ce que, voilà. oui, Donc, ce que voilà. disait Akin, c'est qu'il faut qu'il Donc réponde j'aurais aux posé la besoins du question. lecteur, oui, bien Après, à l'auteur de me dire, non, là tu vas trop loin, moi j'ai mis stick stick, on reste à stick stick, et j'aurais eu mon problème voilà, de me dire, le lecteur, la lectrice ne vont pas savoir ce que c'est. Voilà, je vous ai expliqué cette... Ben, c'est vachement bien. Pardon. Alors après, vous avez des maisons d'édition qui vous assassinent parce que vous faites ça. Je veux dire, dans les discussions entre traducteurs et traductrices, on n'arrête pas de vous dire. Moi, j'aime faire ça. Moi, parce que je trouve qu'on est, notamment dans la littérature indienne ou anglo-indienne, Oui. parce qu'ici on représente, enfin, heureusement qu'il y a là-bas des autres langues, mais sinon on traduit, et moi je traduis de la littérature indienne anglophone, et les anglophones en Inde représentent, on dit, 2,5-3%, donc c'est quand même pas très représentatif de la société indienne. Donc, comme je défends ce point de vue, voilà, c'est ce que j'ai... j'aurais posé la question à l'auteur, et il aurait répondu, voilà. Voilà, tout ça pour dire que personne n'a raison, personne n'a tort, et bravo de cette conscience professionnelle, de la rigueur, c'est tout à fait admirable. Bon, à ce rythme-là, on ne va pas y arriver. Hein. Tout ce qu'on a prévu de faire, c'est évident qu'on n'y arrivera pas. Après, donc il faut qu'on avance. Je propose qu'on avance en faisant lire à Cyrielle la suite et en gardant à l'écran la traduction de Bernard. Comme ça, on aura les deux. C'est une bonne idée. Okay, Carol, we're going to keep Bernard's translation up on screen, and Cyrielle is going to read hers out in French. Go ahead, Cyrielle. La ruelle était bordée de part et d'autre de maisons à 2 ou 3 étages, si serrées les unes contre les autres qu'elle était toujours ombragée. Un jour, nous y faisions une partie de cricket, Manchou à la batte. Impossible de le déloger de sa place. Le joueur qui lançait, un garçon de 8 ans, a fini par s'énerver et a jeté la balle au loin. Manchou lui a tordu le bras derrière le dos, le forçant à se mettre à genoux. Puis il lui a tapoté la tête avec sa batte, comme si c'était un guichet qu'il plantait dans le terrain. Bon, c'était assez intéressant ça, de lire un texte en français et d'en entendre un autre, c'était intéressant. Donc une inversion syntaxique au début du paragraphe, entre vous deux, on fait une différence syntaxique. Il y avait quelques petites nuances. Le sens, moi je trouve, est identique entre ces deux traductions. Il y a peut-être une nuance, moi, qui me
frappe, c'est que vous, Bernard, vous dites de toutes ses forces, ce que ne dit pas Cyrielle. En anglais, on a flung the ball away. Et donc pour vous, Bernard, flung, c'est plus fort que... Ah non, c'est pas fling, c'est away. Oui, flung away, c'est plus Non, fort que through, par Eh exemple. oui, parce Donc que c'est le là problème, que vous c'est mettez qu'on de en toutes est- ses forces. On est dans ce foutu jeu de cricket. Oui, ça c'est quelque chose en Bon, français. voilà. hein. Ben oui, parce qu'on a Damn toujours le... cricket. Et dès qu'on fait un truc indien, il y a du cricket. Bon, enfin bon. Ah ouais, ouais. Ok, donc là, il a flung away, je refais la même chose. Donc, il faut bien montrer qu'il il la balance là-bas et pas... Yeah, et en plus, can I be political? It's a mafia-like thing. I mean, do you know who's at the head of the cricket worldwide? I mean, real mafia, anyway. So, End of the, digression. the, well, no, all the same. Yeah, so the point is away, so he throws the ball away. He's not playing because il pourrait être en train de lancer, mais là c'est vrai, il faut marquer la différence. Cyrielle. Non, mais moi, en fait, je pensais, enfin, je maintiens, enfin, je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue, mais je pensais que dans le au loin, on voyait déjà que la balle était hors jeu. Il la lance au loin, il la d'accord. lance pas dans le terrain. Donc je trouvais que le au loin, Pour moi, au loin, ça pour moi, toujours traduisait déjà le. c'est presque poétique, toujours c'est au loin. C'est un petit ça- peu trop joli. bateau, étant donné c'est le joli, geste, voilà. oui. Là, Oui. pour moi, il me Ça fallait passe, quelque oui, chose tout à de fait. plus brut. D'accord. Ok. Bon, bah merci. Bon, je propose qu'on avance comme ça par petites touches. On peut continuer de la même façon avec le texte de Bernard à l'écran et Cyrielle qui nous lit le sien. Manchou était gros. Il avait la peau brune et le visage rond. C'était le fils de la sœur du mari de la sœur de mon père. Dans la mesure où c'était un parent du mari de ma tante, nous devions lui témoigner le respect dû aux membres d'une famille qui en soulage une autre d'une de ses filles. Le fait que je doive le traiter avec déférence ne me le rendait que plus déplaisant. Et parce que j'étais malgré moi liée à Manchou, les autres garçons me menaient la vie dure. Ils me reprochaient son comportement, comme si ma famille était responsable de tous ses actes. Ok, merci. Alors, l'humour de l'original anglais est préservé de manière assez facile et directe dans les deux cas. Le fils de la sœur du mari de ma tante, ça me rappelle, moi, un sketch de Chevalier Las Palais. No, but is it humor? Sorry, I have a real question there. Ah, Sorry, I'm talking all the time. Is it okay? go ahead, shoot. Yeah, because this. Yes, I am talking all the time. Sorry. It's not, it's okay. It's because this is not a joke in India. I mean, certainly, you know, in India you have several names for an uncle. Doesn't mean anything. So you have this kind of uncle that you know It's more specific It's than more that. specific. So I mean, could we ask? Is there any humor in there? Just a question because I thought it was really You- describing just to be accurate. Okay, Akhil, tell us. In India, is it funny in India? That's what I want to know. Is it? Okay. Funny in India? Funny in India? Funny in French? I don't know. Akhil? I mean, for me, at least for me, when I was writing this thing, for me, when I read fiction or I write fiction, when I read something like a boy walks into a room, I'm aware that there is no boy and there is no room, right? That this is all fiction. This is all an alliance with my reader and some agreement with my reader. And so when I think, who is my reader? And I think in terms of what is my language, what is the language that I'm writing in. And so I was aware that in English, it would read order. So for example, if I were to translate this thing into, who is this person? He is my mommy's son, right? Or it would be, I don't remember the relationship, but it could be expressed much more quickly. And because it could not be expressed quickly, I then thought, let me take advantage of this opportunity that is being generated for me. To go back a little bit to the gully danda thing, the stick-tick thing, in English literature, in American literature, there's sort of a tradition of not translating, right? So you have Hemingway, you have a lot of Hodgin, where you just don't translate a lot of these terms. But the problem then is that everything gets the same level of ambiguity, right? So,
what we get when we read Chole Bhatura is the same ambiguity that we get when we read Gali Danda, and there's gradations, and that fineness needs, if an opportunity exists as a writer, you should take it. So I'm playing with that fineness in the same way that the translators are trying to deal with their audience in French. Okay, sort of begs the question about the humor, but I was aware that the audience in America would find it amusing. there you go. Okay. Okay. Guess what somebody told me? You got to move on. Obviously. Okay. I have okay, we'll discuss one more word in this paragraph, which is the third one. Manchu was large. Bernard said, mistake. Bernard said Blunder. grand, and Cyril said gros. Bernard, No, just you think he's too fast. I was. No, you my think mistake. he's not? Yeah, I think. You think gros is better than grand? Large, grand. Right? Or okay. Okay. I suggest we skip. We move on. There's an interesting paragraph that starts with Manchu's mother had diabetes. So same thing. Could we keep Bernard's text up on screen? And Cyril, could you read us that paragraph with Manchu's mother and diabetes? La mère de Manchu était diabétique et se fatiguait vite. Souvent, le soir, une fois qu'elle était couchée, Manchu passait chez nous. Quand il arrivait, il ne me prêtait pas la moindre attention. Il préférait s'adresser à mes parents. À sa façon de parler, on avait l'impression qu'il devinait les intentions des uns et des autres. « Mon oncle, tu sais bien comment est Madame Colly ?» a-t-il dit une fois à mon père. Ok, thank you. Moi, personnellement, là j'étais assez frappé par les deux paragraphes en français qui sont exprimés de manière assez différente sur le plan sémantique et syntaxique. Néanmoins, le sens, l'ambiance, le rythme, tout est à peu près comparable. Là, pour moi, c'est assez frappant de voir qu'il y a deux façons différentes d'arriver à un même résultat. OK. Et maintenant, je vous propose, parce qu'on me refait des signes, de finir le dernier paragraphe. Mes parents étaient polis. Non, pas ça? Non. Si, mes parents étaient polis. Mes parents étaient courtois avec Manchu, mais ils les agaçaient eux aussi. Et il leur arrivait régulièrement de le montrer. Un jour, ma mère a glissé à mon père que tout ce qui sortait de la bouche de Manchu était probablement un écho de ce que sa propre mère avait dit. Une autre fois, quand Manchu a obtenu son 7th Standard et que sa mère a distribué des boîtes de friandises dans toute la rue, mon père a dit « il a forcément triché ». OK. Donc là, il y a quelque chose qui est différent entre la traduction de Bernard et la vôtre, Cyril. Il y a l'écho à sa mère. Ça, je trouvais que c'était une image assez jolie. En revanche, vous mettez rue, alors qu'on était d'accord pour dire ruelle au début. Oui, alors ça m'a même pas traversé l'esprit, je viens de remarquer ça. C'est Mais venu comme ça. dans toute la rue, je trouvais que c'était, enfin là, comme ça, si je dois justifier ce choix, je trouve que c'est un peu plus vaste, ça englobe toute la rue, ça veut dire à la fois tout le monde, toutes les maisons, tout... Je pense que Oui. je cherchais quelque chose de plus vaste que la D'accord, ruelle. d'accord, mais j'ai bon, pas- on a vu j'ai pas réfléchi. l'attention, l'importance à qu'il portait au mot de lane. Et bon, je sais pas, moi, ça m'a un petit peu... Mais je crois qu'Akil a utilisé deux mots. Il a employé lane et il a utilisé aller à un moment. Il a lui-même a changé de mot. Donc voilà, D'accord, ok. Et donc Bernard, lui, nous met... il a sûrement dû tricher. Ce qui est bien, moi j'aime bien cette petite onomatopée sympathique. Bon, vous voyez qu'on n'y arrivera pas. En fait, le texte est beaucoup trop long. Il faudrait qu'on fasse, je sais pas, 2 phrases peut-être, si on veut essayer d'avoir autant de texte. Je vous propose qu'on passe au texte et aux traductions suivantes, non sans avoir applaudi profusément l'auteur et les traducteurs. Maintenant, étant donné que nous sommes à la Maison de la Poésie, amis de la poésie, bonsoir, nous allons parler de poésie avec Sudip Sen. Sudip Sen, traduit donc par Olivier et Dominique. Sudip, it's a great honor to have you on stage. Earlier you told me that this was your very first
experience in a translation slam. You seem a little bit, flustered, comfortable, annoyed, interested, excited? Terribly happy. Terribly happy. Yeah. What does that mean? Very happy? I don't know. Maybe. Extremely happy. There we go. Thank you. Great. Tell us a little bit about yourself, Sudeep. What have you written, done? I live in Delhi, which is where I was born and brought up. And I'm a poet, translator, photographer, and a literary critic. I occasionally teach as well. I usually teach creative writing and cultural studies and for a semester, whoever is silly enough to invite me, usually in America or the UK. Otherwise, my passion is poetry, really. That's what I do. And photography is a very, very strong parallel stream. Great. Thank you very much. Would you be kind enough to read out your poem to us before we move on to the translation? So the poem is called Kargil, and many of you probably know Kargil was the last flashpoint between India and Pakistan about 12 or 13 years ago. There was a trip I did with my son. This was 21 days from Delhi all the way to Srinagar, Leh, Ladakh, and camped, and this is this wonderful area in the Himalayas, which is stark and beautiful and fantastic. But Kargil was not on my map, but my son at the time, being the age he was, he loved guns and bullets and all sorts of things, and I had no problem with that, actually. So he said, Baba, you must really take me to Kargil, we'll find these shells and so on, and it'll be fantastic. So I said, yeah, sure, let's go. So what really happened was, it was 10 years since the war, and it was just like a regular outpost of the town, perfectly normal, no signs of war, except that, in the margins and in the shadows, you see the signs of war. So this poem was written really in response to the visit to Kargil. And it opens with an epigraph from a poet I hugely admire, Derek Walcott, and it's from his long poem called Tiapola's Hound. Kargil. Our street of smoke and fences, gutters gorged with weed and reeking, scorching iron grooves of rusted galvanize, a dialect forged from burning asphalt, and a sky that moves, with thunderhead cumuli grumbling with rain. 10 years on, I came searching for war signs of the past, expecting remnants, magazine debris, unexploded shells, shrapnels that mark bomb wounds. I came looking for ghosts, people past, skeletons charred, abandoned brick, wood, cement that once housed them. I could only find whispers among the clamor of a small town outpost in full throttle, everyday chores sketching outward signs of normalcy and life. In that bustle, I spot war lines of a decade ago, though the storylines are kept buried, wrapped in old newsprint. There's order amid uneasiness, the muezzins cry, the monks chant, baritones merging in their separateness. At the bus station, black coughs of exhaust, smoke screen everything. The roads meet, and after the crossroad ritual, diverge, skating along the undotted lines of control. A porous garland with cracked beads adorns Tiger Hill. Beyond the mountains are dark memories, and beyond them no one knows. And beyond them, no one wants to know. Even the flight of birds that wing over their crests don't know which feathers to down. Chameleon-like, they fly, tracing perfect parabolas,
I look up and calculate their exact arc and find instead a flawed theorem. Thank you. Not only is the poem beautiful, but your reading of it is quite moving. You're a fantastic reader. That was wonderful. Thank you. I was reading both translations at the same time, which was kind of acrobatic here, given what I have on my lap. I think this is a wonderful poem, and we have, once again, two wonderful translations. I don't know what you people in the audience think, but we could speak about the translation done by Olivier de Paris and the translation done by Dominique Vitalios till the cows come home. We could be here tomorrow morning doing this. I'm actually quite moved by the quality of this work, not only the poem, but the translation. I think we're very, very fortunate to be here to discuss literature of this quality in both languages. I, for one, feel extremely honored. Anyway, sorry, I'm a little bit moved. So Derek Walcott's excerpt here was translated rather similarly, both by Dominique and Olivier. We could quibble about that, about le langage forgé, un dialecte se forge, l'asphalte en feu, l'asphalte brûlant, un ciel qui se brouille, un ciel qui se déplace, de grouillants cumuli grondant de pluie, ou les cumulus d'orage grondant de pluie. Moi, je trouve que les deux traductions en français sont, comment dire, au-delà de toute critique. On peut discuter, évidemment. J'ai une question à poser, qui est une question de Candide et d'Ignard. N'existe-t-il pas une traduction française déjà de ce chien de Tiepolo de Derek Walcott? Je vais poser la question à Dominique, qui a l'air de vouloir répondre. Alors Dominique Vitalios, d'abord, dites-nous qui vous êtes, ce que vous avez fait. Moi, je suis traductrice du domaine indien pour la langue anglaise et le malayalam, qui est la langue du Kerala, depuis une vingtaine d'années. Et je vis partiellement au Kerala, une partie du temps au Kerala. Et j'ai traduit du malayalam des auteurs phares de la littérature kéralaise, parce que j'ai la chance d'être un peu pionnière en la matière. Et de l'anglais, j'ai traduit un certain nombre d'auteurs que j'ai beaucoup aimés, de toutes sortes, de la poésie, de la poésie plutôt du malayalam, mais de l'histoire, de la psychologie, et pas mal d'auteurs littéraires, dont un qui fait partie de ce programme, qui est Indra Sinha, qui a écrit un livre magnifique sur Bhopal. Formidable. Bhopal, caché sous un autre nom, on va dire. Formidable. On est très honorés de votre présence, Dominique. Maintenant, dites-nous, ma question c'était, n'existe-t-il pas une traduction française déjà publiée de ce chien de Tiepolo de Derek Walcott? Alors oui, mais je n'ai pas pu mettre la main dessus. D'accord. Alors Olivier, merci. Olivier de Paris, même chose. Pouvez-vous vous présenter brièvement et répondre à ma question? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Donc, je suis traducteur depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années. Je traduis essentiellement des romans américains. Pete Dexter, Jeffrey Eugenides, George Saunders. Voilà. Bien que ma formation me poussait plutôt vers des romans, des textes britanniques. Et l'offre de la loi, l'offre et la demande ont fait que je me suis plutôt orienté vers l'Amérique, j'imagine. D'accord. En tout cas, voilà, Oui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Olivier, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas l'année dernière, était au premier slam traduction du festival Alors maintenant, ma question, avez-vous connaissance d'une traduction française de ce texte de Derek Walcott? Alors j'ai effectivement trouvé des références de la traduction en question. Je n'ai pas pu non plus mettre la main sur le texte. Ce que j'ai remarqué en revanche en trouvant des extraits, non pas donc de ce passage-là, mais des extraits de la traduction, c'est qu'elle n'était pas rimée. C'est tout ce que j'ai pu
remarqué, parce que le texte de Derek Walcott, dans l'original, Tupel's Hound, est écrit en rime, en rhyming couplets. Voilà, j'ai simplement remarqué ça. Et je me suis dit que de toute façon, pour l'exercice de ce soir, j'allais essayer de respecter les rimes. D'accord, impeccable. Bon, merci. Si on en vient maintenant, au texte de la traduction, étant donné qu'on a à l'écran la traduction de Dominique, est-ce que vous, Olivier, vous pourriez, on va faire le même exercice que la dernière fois, peut-être pas dans l'intégralité du poème, parce que c'est vraiment très long à discuter, mais est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous lire le début de votre traduction? D'accord. Cargill. Notre rue, la fumée, les palissades, les caniveaux qu'engorgent les herbes, leurs relents. Incandescent sillon de rouille, des plaques de tôle ondulée. Un dialecte se forge dans l'asphalte brûlant. Et un ciel qui se brouille de grouillants cumuli, grondant de pluie. 10 ans plus tard, je suis venu en quête des traces de la guerre passée. Je guettais des vestiges, des restes de chargeurs, des munitions non explosées, ces fragments de fonte qui marquent les mutilations. Je suis venu chercher des fantômes, des êtres disparus, des squelettes calcinés, abandonnés de briques, de bois, de ciment, les constructions qu'ils avaient habitées. Génial. Merci, désolé d'interrompre, hein, ça casse un peu le rythme. Il me vient une première question que je soumets à Dominique. Dominique, pourquoi putride? Pourquoi les caniveaux putrides? À cause de reeking. À cause de reeking, alors qu'Olivier, lui, nous dit le relent. D'accord, donc c'est deux façons différentes de faire. Qu'est-ce que vous pensez de la traduction d'Olivier, Dominique? Tel qu'il l'a lu? Les caniveaux qu'engorgent les herbes. C'est le même sens. Relent. C'est le même sens, Olivier? D'accord, on est d'accord? Oui, absolument. Super. D'accord. Alors, 10 ans plus tard, Olivier, je suis venu en quête des traces de la guerre passée. Dominique, je suis venu chercher des signes de la guerre d'alors. Différence de sens entre la guerre passée et la guerre d'alors? Non, c'est pour être précis sur le fait que qu'il est 10 ans plus tard par rapport à cette guerre. D'accord. Olivier est d'accord. Dans le public, des remarques jusqu'à présent? No? Anybody in the audience wishes to... Yes. Yes, well, we have a question of, we're working on meaning, but since we're working on poetry, I think we should also be working on sounds. And Absolutely. it would be good if we could see the English and compare it to the French. Ah, Without you're right. having the English to see, we don't know what's being translated. Yes, you're right. You have a very good point. We're working on the meaning, but of course there's more to just meaning in translation. True for poetry, also true for prose. Wondering whether Caro can screen the original English text. That would be great. Est-ce que je pourrais lire l'équivalent? Est-ce que je pourrais lire ce que j'ai fait? Oui, avec plaisir, allez-y. 10 ans plus tard, je suis venu chercher des signes de la guerre d'alors. J'imaginais des vestiges, chargeurs en miettes, obus entiers, éclats trahissant l'explosion, ses blessures. Je venais chercher des fantômes, gens du passé, squelettes calcinés, briques, bois et ciment, l'horlogerie de jadis, livrée à l'abandon. Ok, merci. C'est intéressant que vous souhaitiez le lire vous-même, parce qu'évidemment, vous voulez nous montrer un rythme et une... Je pense que la poésie... On est entièrement d'accord, on est phonique. entièrement d'accord, c'est justement très bien. Mais, si je puis me permettre, c'est tricher. Ah bon? Moi, je trouve que c'est tricher, parce que ce texte n'est pas fait pour être lu à haute voix devant un public. Dans le cadre de cet exercice, il est fait pour être lu. On revient à ce que disait Akil. C'est un texte qui est fait d'abord pour être lu. Évidemment, après, on peut le lire à haute voix, même si on le lit pour soi-même, on peut le lire à haute voix. Mais le fait que vous choisissiez de le lire ainsi, c'est votre interprétation et c'est votre son et c'est votre rythme que vous, On lit tous les deux, en fait. que vous nous imposez, bien sûr. Mais non, On est d'accord. c'est juste à égalité, c'est tout. Oui, oui, ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. D'accord. À Je partout. n'impose rien du À tout. partout. Mais d'accord, mais vous comprenez mon point de vue, c'est-à-dire que oui, je suis d'accord. Olivier nous a fait ça avec le sien. C'est tout à fait d'accord. En réalité, il ne faudrait
pas lire les textes à haute voix, surtout... Oui, on est d'accord, on est d'accord. Oui, c'est lu par l'auteur, ça on triche aussi, oui, d'accord. D'accord, on est d'accord. Je ne sais pas s'il y a une formule magique pour faire cet exercice exactement comme il devrait être fait. Mais aussi, le but de l'exercice, c'est de montrer qu'on ne peut pas y arriver aussi. Et bon, je trouve ça intéressant. Et ce que dit Madame, c'est Madame, en fait, qui a lancé ce micro-débat, là. C'est intéressant, parce que tout est dans le rythme, la scansion, l'assonance, l'allitération, la rime. Tout est là-dedans. Et on a cette espèce de voix intérieure quand on lit, et chacun y va de sa propre voix intérieure, en plus du texte, vous voyez ? Je veux dire qu'en poésie, c'est encore plus délicat. Ce que je suis en train de dire, c'est que la traduction de la poésie, c'est un exercice d'une difficulté immense, quoi. Moi, je suis tout à fait admiratif que vous ayez fait ça, et il y a 50 façons de le faire, 50 façons de le lire, et puis évidemment, encore une fois, on peut en discuter pendant des heures. Voilà. Donc, mais c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une limite à cet exercice. Il faudrait réfléchir aux moyens parfaits pour y arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudrait plus de temps. Olivier nous dit « Je suis venu chercher des fantômes ». Dominique nous dit « Je venais chercher des fantômes, des êtres disparus, des gens du passé, des squelettes calcinés ». Là, vous êtes tout à fait d'accord. Briques, bois, ciment. Quoique, après, je me suis dit que j'aurais dû dire carbonisé. Vous préférez carboniser ? Pourquoi ? Parce que c'est plus, ça correspond plus à du squelette que calciné. C'est plus le bois calciné, mais le squelette carbonisé. Oui, c'est ça. Dans les Oui, incendies. oui, d'accord. Oui, oui. Eh bien, je propose qu'on avance, mais donc, alors là, on a l'original. Merci, Caro. Donc, eh bien, on va faire suivre votre recommandation, Dominique, et je propose que vous lisiez votre texte maintenant à partir de là, où vous nous dites « Je n'ai trouvé que des murmures », qui se trouve être la même phrase que celle d'Olivier. Allez-y, Dominique. Je n'ai trouvé que des murmures. Murmures au fond de la clameur d'un petit avant-poste urbain plongé dans la fièvre du jour, où les gestes du quotidien tracent les signes extérieurs de la normalité et de la vie. Dans ce tumulte, je décèle des bribes de la guerre ancienne. Les grandes lignes du récit, on les garde enfouies, emballées dans du vieux journal. Un ordre existe au milieu du malaise. L'appel du muezzin, la psalmodie du moine, baryton fusionnant dans l'exclusion mutuelle. À la gare routière, l'atout noir des pots d'échappement fait écran à tout. Les routes se croisent et passé le rituel du carrefour diverge, patinant le long des lignes de contrôle que rien ne signale. Ok, très bien, merci. Encore une fois, désolé de vous interrompre. On est tout à fait... Vous nous parlez, Dominique, d'un petit avant-poste plongé dans la fièvre du jour. Et Olivier, lui, choisit une petite ville frontière en pleine effervescence des tâches de tous les jours. Alors, expliquez-nous, Olivier, par exemple, pourquoi la ville frontière et pas l'avant-poste urbain. Peut-être laisser Olivier lire la même chose, c'est intéressant. Je vous entends pas. Que Olivier le lise aussi. C'est son tour. Vous l'avez le texte d'Olivier, hein? Non, on l'a pas. Ah mince, vous auriez dû l'avoir. Normalement vous aviez le texte d'Olivier. Ah, bah c'est dommage, je pensais que vous aviez tous le texte. Donc vous vous souvenez du texte de Dominique. Le texte d'Olivier, c'est « Je n'ai trouvé que des... » C'est moi qui lis, Olivier, désolé. « Je n'ai trouvé que des murmures. » Pourquoi ça vous choque? C'est moi qui lis? Bah oui, c'est de la poésie. Ah pardon. Moi je l'ai. Vous faites bien, très bien. Olivier, donc. Je n'ai trouvé que des murmures. Je n'ai trouvé que des murmures parmi la clameur. Pardon? In English. While he's reading the French, We need the English while he's reading. Exactly. Yeah. That's fine. Right. Okay. Je n'ai trouvé que des murmures parmi la clameur d'une petite ville frontière en pleine effervescence. Les tâches de tous les jours se parent des dehors de la vie, de la normalité. Au milieu de cette agitation, je distingue les lignes de front d'il y a 10 ans.
mais les récits qui les accompagnent demeurent ensevelis, enveloppés dans de vieux journaux. L'ordre règne au sein du malaise, l'appel du muezzin, la psalmodie du moine, les voix de baryton qui distinctes se fondent. À la gare routière, des bouffées de fumée noire font un écran qui masque tout. Les routes se mêlent et, passé le rituel du carrefour, divergent, se faufilant le long des lignes de démarcation non pointillées. Très bien, merci. Le public, que pensez-vous de la comparaison de ces deux textes en français s'agissant du rythme et de l'euphonie, c'est la joliesse du son? Est-ce que vous êtes plus séduit par le texte de Dominique ou celui d'Olivier? Oui. Moi, je trouve que le texte de Dominique colle mieux au niveau de la sonorité et du rythme. Dans la façon où on entend en anglais et en français, ça fait écho dans la même manière. Ça fait plus écho dans le texte de Dominique. Oui. Alors, le sens, c'est une très grande fidélité dans les deux cas, oui, bien sûr. D'accord, merci de ce point de vue. Maintenant, j'ai une autre question à poser au public et peut-être aux autres personnes sur scène. Trouvez-vous qu'il y a une différence stylistique due au fait que Dominique est une femme et qu'Olivier est un homme? Ou est-ce que ma question manque totalement de pertinence? Ma question est totalement débile. Le doute subsiste. Oui. Attendez, je vous attends. Est-ce que ma question est débile? Très bien. Est-ce que quelqu'un trouve que ma question n'est pas débile? Non, personne. Je ne poserai plus ces questions, c'est tout. Très bien. 20 secondes après, on a un rire très bien. Ok, formidable. C'est impossible pour moi de dire quoi que ce soit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi là? On a deux formidables traducteurs d'un texte formidable et on n'a pas le temps d'en discuter. C'est extraordinairement frustrant. Je vais me contenter d'une remarque, d'une banalité terrible. Dominique nous parle de journal et Olivier nous parle de journaux, enveloppés dans du vieux journal et enveloppés dans de vieux journaux. Moi, j'ai voulu journal parce que ça évoque plus le fait que le journal est écrit. C'est newsprint. C'est pas du paper, c'est du print. C'est newsprint. Donc, je me suis dit que c'était le journal qui contient les histoires, justement. Elles sont emballées dans du vieux journal et voilà, elles sont perdues, elles sont enfouies et avec le journal qui les écrit. Ah bon, c'était ça la motivation? Moi, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là. Hein. Je m'attendais à ce que vous me disiez, on dit ça parce que quand on va au marché et qu'on a des légumes, on les enveloppe dans du papier journal. Ah non, je n'ai pas pensé aux légumes. C'est pas ça du tout? Non. Olivier? Moi, j'avoue avoir beaucoup hésité, parce qu'effectivement, c'est ce sens de journal. Moi, il me semblait que ça banalisait le fait d'opter pour journal et que je voulais vraiment rendre l'idée des journaux. Et pour moi, il parle des journaux qui ont parlé du conflit. On a exactement la même idée, mais pas sur le même. À la fin, on a tranché différemment, mais on a eu à peu près la même hésitation, je pense. Oui, wow, c'est intéressant. C'est marrant. Ok, très bien. Je vous propose qu'on continue. C'est extraordinairement frustrant, encore une fois. Donc là, c'était au tour de qui de lire? C'est au tour de Dominique, n'est-ce pas? Donc Dominique, si vous pouviez avoir la gentillesse de reprendre à partir de la guirlande, c'est ça? Ah oui, parlez dans le micro, Dominique. Une guirlande poreuse de perles fêlées orne Tiger Hill. Par-delà les sommets vont d'obscurs souvenirs. Au-delà, personne ne sait. Au-delà, personne ne veut savoir. Même la nuée d'oiseaux qui survolent leurs crêtes ne savent quelle plume tomber. Caméléons, ils voguent et esquissent dans l'air de parfaites paraboles. Je lève les yeux, je cherche à calculer leur arc, mais je ne mets au jour qu'un théorème boiteux.
maintenant, je vous propose qu'Olivier lise son texte dans la foulée. Olivier, je vous signale que vous êtes un petit peu l'outsider. Là, maintenant, c'est Dominique qui retient la faveur du public. Je comprends bien. Alors, attention au rythme et tout ça. Je vais ajouter un problème supplémentaire. Il me semble avoir vu que dans la version que vous allez voir à l'écran, vous allez la voir ou pas la version que vous votre avez version imprimée, Oui, il n'incorpore pas la dernière correction que j'avais apportée au texte. Ah mince. J'avais envoyé 2 versions et on a imprimé la mauvaise. Ah mince, pas de chance. C'est Bon, sans d'accord. doute une erreur informatique. Donc voilà, je complique encore plus, mais je vais lire. Go for it. Voilà. Une guirlande poreuse de perles craquelées orne Tiger Hill. Derrière les montagnes, de sombres souvenirs. Et derrière elles, personne ne sait. Et derrière elles, personne ne veut savoir. Même la volée d'oiseaux qui filent au-dessus de leurs cimes ne sait vers où tendre ses plumes. Caméléons ils vont, traçant de parfaites paraboles. Les yeux levés, je calcule leur trajectoire exacte et découvre à la place un théorème erroné. Un petit peu d'applaudissements pour les 2 traducteurs, s'il vous plaît. Bon, formidable. Alors, moi, j'ai un rôle terriblement ingrat, moi, là-dedans, c'est affreux. C'est difficile. Hein. Alors, je vais me contenter de faire remarquer une différence entre derrière les montagnes et par-delà les sommets. Mais vous avez évidemment tous les deux répété le derrière et le par-delà et au-delà. Personne ne veut savoir. Très bien. Dans le public, est-ce qu'on préfère par-delà et au-delà ou est-ce qu'on préfère derrière les montagnes et derrière elles? C'est beyond, oui. C'est beyond en anglais. Derrière? Au-delà? C'est le référendum écossais, là. C'était avant les résultats, là, 50-50. Hein. D'accord. Bon, on ne sait pas trop. OK. Après, on a la volée d'oiseaux et on a la nuée d'oiseaux. Alors, dit-on, est-ce qu'une nuée, je pose une question sans doute candide, est-ce qu'une nuée, c'est vraiment le terme le mieux pour décrire des oiseaux? On peut Dominique. dire nuée d'oiseaux, mais bon, moi j'ai choisi nuée dans la mesure où il survole, dans mon texte, il survole les crêtes. Est-ce que c'est pas... Donc une volée qui survole, voilà, pas c'est exagéré quand pour même. éviter la répétition. Et alors qu'Olivier, lui, il file au-dessus de nos cimes. D'accord. Bon, parce que nuée, on pourrait trouver que c'est un petit peu surtraduit par rapport à flight. Flight étant un mot assez banal. J'entends. Mais vous évitez la répétition. OK. Même remarque qu'avec Cyrielle tout à l'heure. Okay. Mais par exemple, j'ai mis aussi undotted lines. J'ai traduit par que rien ne signale. En français, ça veut dire très exactement non pointillé. Oui, mais Burk. voilà, bon, oui, on est d'accord. Il faut ajuster. Oui, on est d'accord. Très bien. Alors, je lève les yeux et les yeux levés, je calcule. Je lève les yeux et je cherche à calculer leur trajectoire, leur arc. Donc, on a ces 2 comparaisons-là. Et la dernière chose dont je voudrais discuter, c'est le théorème qui, en anglais, est flawed. Voilà un mot qui est très difficile à traduire. A flaw, a tragic flaw, a flaw. Pour les Français, d'ailleurs, c'est un mot qui est difficile à prononcer même. Et à traduire, a flaw, c'est terrible. Alors, dans un cas, on a erroné et dans l'autre, donc, boiteux. Là, je propose que l'on demande à Sudip ce qu'il entend par a flawed theorem. Tell us what you mean by a flawed theorem. Well, I think I have to first congratulate the two of you. You've done a brilliant job, both of you. And in some senses, I think I should have sat in the middle, and there are 2 polarities, 2 echoes merging into one. So I think we're a crack team. And thanks to Absolutely, yes, merge both. Yes. Flawed theorem, I was obviously being bipolar or antipolar, because you're talking about the North Pole, the South Pole, the East and the West, the North-South divide, the East-West war. So there's a lot packed in there. Obviously, it's a theorem is a proven axiom. I mean, axiom is another word for a theorem.
how can it be flawed? However, You're saying it's an oxymoron in a way. it is an oxymoron, except that it's an inverse of an oxymoron. So in poetry, you know, there are so many multiple layers that you play with that it's not the obvious truth that you talk about. And I think they did a fantastic job. I mean, I don't want to really explain my poem because that's the Of whole course idea. not. No, 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 Because of course not. No. the fact that different people come into it with different ideas and different interpretation is, to me, a beautiful thing. And that is the whole point of poetry. I thought they also got the, I was counting the sort of, when they were reading in French, I was counting the sort of mnemonics, quite loosely, of course, because I didn't have the exact page. And I thought they got the rhythm wonderfully right. The reason, see, I've also written extremely formal poetry, strict meter and so on, early on in my career. And this has what you would find, say, in Stravinsky's, you know, that famous piece where he actually breaks the form, except that each individual module, the lines are very formed in terms of rhythmic beats. Right. The reason I scattered them is, of course, we are talking about discordance and war and chaos and yeah, so right. on and so forth, except that you also, I'm playing with visual rhyme, the visual text. You see, in poetry, I think, for me, the white space on the page is probably even more important than what you see. Right. E. Cummings said that, yes. He said that, and I think, traditionally speaking, even in Indian poetry way far back, E. Cummings is a very modern little kid compared to Indian poetry. Yeah, last week. Yeah, just last week. Sorry. Yeah, we forget the world started a long time ago, you know. So the shunya, if you're talking about the Sanskritic origin, om, the word started with one echo, om. So Eliot uses it, om mani padme hum, yes. and so on and so forth. So, you know, I think you guys got a lot of the things beautifully, Well, and I think they deserve an applause. No. Okay, wonderful. Thank you, Dominique and Olivia. It's super. Thank you super so work. much. This brings us to the last, but not least, part of this evening, where we are going to discuss the translation of a text that was not written, here we go, you folks need microphones, that was not written in English. We need to have it on screen. Now, of course, everybody saw that on the fourth line there is a typo. It sticks out like a sore thumb. I mean, it's okay. Our apologies. So, Gitanjali Shrig, would you be kind enough to read this to us? Yes, first, yes, excuse me. Could you, before you read it, could you kindly introduce yourself? Gitanjali Shri. Thank you. What have you done so far? Tell us a little bit about yourself. I write fiction in Hindi. I live in Delhi. I also work a little as a script writer for theatre, but this is very different theatre, and I'm very excited about this. And let's see where this participation is going to take us. What else about myself? That's it. I don't know. I mean, I think this is going to be very different from the earlier two, because we're dealing in a language which almost nobody here knows. And there's no English translation, so I don't know what you are going to be doing. Yeah, I don't know. I'm making a fool of myself since the beginning, so I don't mind. It's okay. Well, maybe here's your chance to shine. I'm getting used to it. Show of hands. Who understands Hindi? Ah, see, we have quite a few. Great. Yeah. Wonderful. Oh, that's great to know. Yes, thank you. See so many hands. We have quite a few. Great. Yeah. So please. रात मुझे लगा कि घस-घस की आवाज़ शुरू हुई है और धीरे-धीरे पूरे में व्याप्त होती जा रही है। मैं उठ बैठा
और जान गया कि हमारी जायदाद पर जितने सांप थे सब सरसराते घसघसाते निकल रहे हैं। घास में रेंगते, पत्थरों की दरारों से फिसलते, झाड़ियों लकड़ियों की आड़ से सूखे पत्तों को खड़खड़ाते हुए, उन सारी जगहों से जहाँ वे बड़े बाबा के डर से लुक जाते और जहाँ से उनका सोंटा उन्हें खींच निकालता, उनकी सर्प शेखी की धज्जियाँ छितराने। अभी वे सारे खुद ब खुद निकले चले आ रहे थे, घसघसाते हुए, जैसे समाचार उन तक भी पहुंच गया है कि बड़े बाबा मैं अपने डंडे के रुखसत हो चुके हैं और अब कोई डर नहीं है, निकलो खुले में, जमा हो, आज होगी राते जश्न। मेरे अंदर एक खूबसूरत सी बेचैनी मचलने लगी। मैंने पौर का दरवाज़ा धम्म से खोला। खाट के पास दिया जल रहा था और खाट पर कोई नहीं था। खुशी से मैंने बगिया की तरफ खुलने वाला सामने का किवाड़ खोल दिया कि देखो, आओ, सब खुद आकर देख लो, खाट पर कोई नहीं, कुछ भी तो नहीं। जी चाहा बावला होकर दौड़ पड़ूं और हर बिल, हर दरार में, हर अंधी गली में पुकारूं, आ जाओ, अब हम हैं, बस हम हैं। मगर मेरे इसरार की किसी को ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा सब निकल रहे हैं, निकले चले आ रहे हैं कोठी की तरफ, घहर घहर बहते जुलूस में, कुएं की जगत पार करके पौर में, शिवलिंग पर शीश नवा के दीपक के आगे उसकी लौ की तरह लहलह करने, ढेरों, सहस्रों, हजारों निरे नपुंसक सांप इठलाते मटकते फिर पौर के आगे बगिया में जमा हो रहे हैं और उनकी राहत का ओर छोर नहीं, और वे सुख से झूम 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 रहे हैं और एक एक करके सब अपनी पूंछ की नोक पर खड़े हो गए हैं, जैसे नर्तकी अपने पंजों पर, और गर्दन और फन हवा में मटका रहे हैं, और सबकी आँखों के स्फटिक मणि जल उठे हैं, और चांदनी रात है और बगिया सांपों का लहलहाता खेत बन गई है, जो देखने लायक मंजर है और मैं देख रहा हूँ। और मैं देखता रहा, पौर के दरवाजे पर खड़ा, उनकी लहलह मेरे पैरों के पास से होकर एक बार दीपक को हिला जाती, जो बड़े बाबा पे जीत का ऐलान करने, चूँकि वहीं लेटे थे वे कुछ देर पहले, ठंडे होते जाने को, ठंडे और निरापद, निष्क्रिय, सर बसर ठंडे। चांद के नीचे लहलहाते खेत में सारे मार खाए सांप और अपमानित जीव एक संग कोई अनोखा नृत्य कर रहे थे, और सबकी आंखें बिजली के लट्टू की तरह जल उठी थीं। शुक्रिया। Thank you very much. No, I have found something pretty clever to say. I think so. Some French people in the audience may recognize my voice because I work on French National Public Radio quite a lot as an interpreter, and I translate interviews with English-speaking writers. Recently in the America Festival, and this week with some Indian writers. And to prepare those interviews, I read these people's books, and I read the translation because it's easier for me in the interviews. So I read quite a few American and English books in French. And at first, a few years ago when I started doing this job, it wasn't a problem to me. I thought it was nice. Now I'm kind of annoyed when I have to read English in French, you know. It can be disturbing. Sometimes the translation is fabulous. Sometimes the translation is better than the original. That happens. But still, even in those cases, I know that I'm not reading the English version. I'm reading a fantastic translation, and yet I'm frustrated because I'm not, it's not the real McCoy. You know what I'm saying? So in this case, here we have Hindi, of which I understand nothing, and we have two totally different translations. They're both very, very pleasant to read. I don't know whether you've read them in French. I've read them both in detail. They're both very, very nice to read, very pleasant, very flowing and comfortable and clever, and it's wonderful. And yet they're totally different. And they're even more different than the other translations that we've
examined so far this evening. So we have two translators, Tani Diawa and Annie Monteau, who are going to present their translations to you in French. And I hope that you agree with me in saying that they are radically different and both very good, in that I can't speak about how faithful or loyal they are. Of course, that's for you Hindi speakers to tell us, and you will, of course, have to discuss that. But as far as I'm concerned, they're very good in terms of the quality of the writing. So, with us is Annie Monteau. Could you say a few words? Pouvez-vous vous présenter, Annie, en français ou en anglais? Et puis ensuite, on va passer à la traduction. Oui, oui. J'ai été professeur de hindi, je fais aussi de la linguistique, je fais plus de livres en linguistique qu'en littérature, mais comme je suis d'un grand âge, évidemment, j'ai le temps de faire pas mal de choses, et ça fait une vingtaine d'années que je traduis. C'est le seul intérêt, je pense, ici. Je traduis surtout la littérature, dont une seule œuvre de ma voisine, Gitanjali, mais va sortir un livre très vieux, très passionnant de Gandhi, qui n'est pas de la littérature, donc c'est le seul tribut que j'ai fait, c'est Hind Swaraj, pour ceux qui connaissent. Voilà, le reste, c'est des écrivains en Inde très connus, et ici pas très connus. Nirmal Verma, par exemple, Krishna Baldevaid, Kalikatra. Bon. Al-Khazragi, enfin, bon, des gens connus dans le milieu hindi, certains d'entre eux dans le milieu des écrivains de ce qu'on appelle les langues, c'est-à-dire autre que l'anglais, mais qui sont, c'est bien malheureux, peu connus en Occident. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ben voilà ce que je fais. D'accord, formidable. Merci beaucoup. Un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup d'être venu là. Why are you laughing? Why are you laughing? No, you weren't laughing? Puni. Weren't you laughing? Oh, no. The translator was getting completely confused. The interpreter. Okay. Je parle peut-être trop vite. Non, tout va bien. On continue comme ça, tout va bien. Annie, auriez-vous la gentillesse de faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas le hindi de quoi il s'agit en lisant votre traduction dont les 3 premiers mots sont « dans la soirée ». Non. Vous ne voulez pas faire ça? Si, excusez-moi. C'est pourtant sympathique. On est là pour ça. Oui, non, je dis non parce que, un petit peu comme, je ne sais pas si c'est Dominique ou Olivier, j'ai dû changer 3 ou 4 fois et franchement, je n'aime plus dans la soirée. Non, moi j'aurais mis tout simplement le soir. Le soir. Et il y a eu une version, mais je n'ai pas arrêté de faire ça, c'est de changer votre un pas en avant, un pas en arrière. Souvent pour la même chose que je fais et je l'ai fait. Bon, le texte a été pour moi, c'est un texte très curieux, c'est pour ça qu'il peut avoir 2 versions très différentes. Expliquez-nous ça, oui. Moi, vous m'aviez demandé de dire un peu ce qu'on en a pensé, bien sûr, à faire pareil. Pour moi, c'est un texte très très poétique et dont le rythme est assez, très particulier. Il se dit d'un souffle, si vous voulez, mais il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de et c'est énormément de coordination, des phrases très très longues, mais pas avec une articulation, pas de subordonné et tout ça, on peut. Ce qui fait que si on le lisait, on aurait le souffle un peu coupé. Et malgré tout, ce qui est, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était une montée qui ne s'épuisait jamais, qui sans acmé, c'est-à-dire je ne les trouve pas du tout dramatique, mais un petit peu, si on compare avec une musique, mais encore ça sera faux, c'est genre le boléro de Ravel, vous voyez, ça commence, mais avec plus de douceur. Il n'y a jamais de sommet dramatique et ça ne se casse pas. Voilà, alors, il y a un truc affreux qu'on a dû, je n'ai pas encore lu la traduction de Tani, pour moi, un défi insoluble, c'est les onomatopées. Parce que ça participait beaucoup à créer ça. En anglais, il y en a déjà moins qu'en hindi, mais alors en français, carrément pas. Donc, moi, je m'en suis sortie avec des allitérations. Voilà. Puis une fois, j'ai appelé Baudelaire au secours.
Mais comme c'est un poème pas très connu, il m'a dit écoute, on n'a pas vu. C'est peut-être j'ai gardé une répétition dans son texte, mais je l'ai surtout gardé, je dois l'avouer, parce que Baudelaire, ça me semblait bien. Dans sa bizarrerie aussi. Et je vous interromps. I can't hear the interpreter at all. Oh, really? In English? So I won't be able to Oh have an opinion in no, Pascal, Una, we're having trouble. Maybe there's a problem here. Can you hear the English? Okay. There's a headset on the You can hear. Okay, so you were the one who has a problem. Maybe we could change channel. Channel 2. Gitanjali. Maybe I did Channel something. Sorry. Channel 2. Can you hear it? Coming through. So while you're back with us? I think the foolishness rubbed off a little on me. Really? Okay. Sorry, no. I want to ask the Hindi speakers in the I can hear. audience whether they agree with Annie's perception of the text, the way she described it. Would you agree with her in saying that? Yes or no? Yes. Absolutely. Yes. No. Her perception is not anything subjective. I see people nodding, so apparently it's good. So Full of Utopia, that should be a big, big challenge. It's a very specific part of many Indian languages. it's a huge challenge, is what you're saying. Okay, yes, of course. So you agree. Okay. Well, we don't fool around here. You know, we don't take up small challenges here at the Translation Slam. You know, we're not interested. Okay. So, donc vous voulez pas nous dire dans la soirée, vous voulez nous dire le soir. Je vous propose de lire le premier paragraphe. D'accord. Alors, le soir ou dans la soirée, je crus entendre un froufrou furtif qui peu à peu s'amplifiait jusqu'à tout envahir. Je me levai d'un bond et m'aperçus que tous les serpents de notre propriété étaient en train de quitter leur trou, bruissant doucement dans leur glisse furtive. Se couler dans les herbes, se laisser glisser d'entre les pierres, des fourrés, de l'abri à bois, dans un froissement de feuilles mortes, de toutes les cachettes où les tenait d'ordinaire la crainte de grand-père et d'où les extirpait sa trique quand il voulait moucher leur superbe naturel. Et à présent, tous ils débarquaient, chacun de son côté, dans leur glisse furtive, comme si la nouvelle à eux aussi leur était parvenue que grand-père avait pris congé, et sa trique avec, et qu'ils n'avaient plus peur. On sort à l'air libre, on se retrouve tous, ce soir c'est fête. Merci. Applaudissements pour Annie. Annie Monteau. Donc moi je vous disais que c'était extrêmement plaisant comme traduction, d'une très grande qualité d'écriture, très agréable à lire et encore plus agréable à entendre. Et en effet on se rend compte de la teneur poétique de ce texte. Maintenant je propose qu'on cède la parole à la deuxième traductrice, Tani Dearauer. Bonsoir, parlez-nous de vous rapidement. Tani. Oui, donc Xavier, vous aviez parlé de outsiders tout à l'heure. Et je pense que s'il y a un outsider ce soir parmi nous, c'est un peu moi, parce que je suis un peu la seule qui n'est pas dans la traduction du tout. Je fais des recherches sur nationalisme, pruderie et héritage culturel dans le cinéma hindi. Et dans ce cadre-là, j'ai traduit un script film, mais aussi des chansons de films et des poèmes. Mais c'est la première fois que je traduis de la prose hindi. Nous percevons une pointe d'accent dans votre voix. Tout à fait, c'est un petit accent suisse. Bien. Donc on a une assemblée extraordinairement internationale. Merci. Tani, je vous propose que vous nous lisiez votre traduction de Gitanjali. Oui, avec plaisir. Il faut que je... D'accord. Merci. En pleine nuit, il me sembla qu'un bruit grasseillant s'était élevé et se répandait doucement de toutes parts. Je me levai et je compris que tous les serpents qui vivaient sur notre propriété sortaient de leur cachette dans un bruissement grésillant, rampant dans l'herbe, glissant à travers les fentes entre les pierres. De l'abri de la brousse et des branches y sortaient, faisant craquer les feuilles mortes à leur passage. De tous ces endroits où ils s'étaient cachés par peur du vieillard
et d'où son gros bâton les avait chassés, anéantissant leur arrogance serpentine. À présent, ils en sortaient tous de leur propre gré, en bruissant, comme si la nouvelle leur était parvenue aussi, que le vieillard était parti en emmenant son bâton, et que désormais il n'y avait plus rien à craindre. Sortez, à l'air frais, rassemblez-vous, aujourd'hui sera une nuit de fête. Magnifique. Je vous avais dit que c'était radicalement différent. On a des interprétations différentes et on a même des sons différents. Alors, on a un petit peu parlé, Tani et moi, du texte avant de monter sur scène. Et nous avons parlé d'un fait qu'a exprimé Annie, c'est le phénomène de l'allitération et de l'onomatopée qui est riche en anglais, pauvre en français et très riche en hindi apparemment. Et donc, comme vous disiez, madame, c'est très difficile de rendre cela en français. Alors, c'est sur ce sujet-là que je voudrais commencer cette discussion. Annie, vous nous dites « Je crus entendre un frou-frou furtif ». Donc là, déjà, on a une allitération. Et vous, Tani, vous nous dites un bruit grasseillant s'était élevé. Alors, on est frappé par l'allitération, frou-frou furtif, et vous, et dans votre cas, Tani, on est frappé par cet unique mot, assez rare en français, il faut bien le dire, qui est grasseillant. C'est un très joli mot, un petit peu suranné, mais je le dis sans aucune critique, hein, c'est un très joli mot. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi non pas l'allitération, mais ce mot grasseillant. Donc, j'avais pensé à froufrou, mais quelque part pour moi ça faisait trop mignon et je suis terrifiée des serpents, donc un serpent est tout sauf mignon pour moi, donc pas de mot mignon pour les serpents. Et grasseillant me semblait assez proche du mot hindi, ghas, grasse, ça rappelle ce son-là, donc je me suis finalement décidée pour ce mot-là. Merci de cette explication. Ensuite, bon, toutes les deux, vous avez fait des différences syntaxiques avec des découpes de phrases un petit peu différentes. Le sens est évidemment le même avec les feuilles, les bois, les pierres et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui frappe le lecteur candide que je suis, c'est que dans un cas, Annie nous parle de grand-père et dans l'autre, Tani, vous choisissez vieillard. Alors Annie, pourquoi avez-vous choisi grand-père et que pensez-vous de vieillard? Et ensuite, on demandera à l'auteur ce qu'elle pense. Moi, j'avoue, c'est une des rares questions, merci, que j'ai posée à l'auteur. Je voulais vérifier la relation de parenté qu'il y avait entre le narrateur, parce qu'en hindi, c'est Bole Baba, et ça n'est pas forcément... c'est quelqu'un qu'on place sur un pied de vénération, certes, mais ça aurait pu être le frère aîné. Et j'ai pensé... Moi, je n'ai pas pensé au vieillard parce que dans mon dialecte un peu archaïque, sans doute vieillard, c'est un peu péjoratif. J'ai dû trop apprendre à l'école que les mots. Mais par contre, j'avais pensé au maître, tout en me disant c'est trop scolaire. J'avais pensé à l'aîné. Et je me disais, finalement, non, je vais faire banal, je vais mettre la vraie relation telle qu'elle est. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'auteur. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez. Et vous, Tani, vous avez choisi le vieillard. Il faut savoir que vous dites c'est péjoratif vieillard, mais encore une fois, on est dans la peau des serpents qui réfléchissent. Hein. Donc est-ce que le serpent se dit que vieillard c'est péjoratif et grand-père ça l'est pas? Ça se discute. Tani, pourquoi est-ce que vous avez préféré vieillard et qu'est-ce que vous pensez de grand-père? Moi, je pensais d'abord traduire exactement pareil, même avec les deux majuscules, en séparant grand et père, en rendant vraiment le sens hindi. Mais après, j'ai quand même senti beaucoup de haine contre ce personnage dans le texte. Donc, je pensais que grand-père, ça faisait vraiment, surtout quand on le lit et qu'on l'entend à l'oral, ça fait affectueux. Et ce personnage ne m'avait vraiment pas l'air d'être quelqu'un d'agréable ni pour les serpents, ni d'ailleurs pour le narrateur, qui semble se réjouir avec les serpents de la mort de ce personnage. Donc le vieillard me semblait plus rendre les sentiments que sous-entend le texte. D'accord, merci.
Gitanjali, what do you think of what you're hearing so far from the two translators? Well, I'm thinking this one must really be tough. I mean, I think just the cultural context is so strange that bringing it in another language must really be a challenge. And well, I think it's fascinating theater, you know, because they're both rendering it in some way which works. Right. And so it takes some getting used to it for me, because it does sound strange to me in another language. You know, snakes don't quite work so naturally in another language. Yeah, cross-culturally, the snake is a strange animal, yeah. Yeah, well, cross-culturally even Speaking. more so. Yeah, well, yeah, of course. Yes. Yeah, so, I mean, I'm quite amazed, actually, and happy to go along with both. About grandfather and the old man, I can see that the old man has a certain sort of note of contempt in it, which works. But I suppose grandfather could be said with the same sort of tone. So I'm really sort of learning along with them. It's, cool. at the moment, getting used to it, yeah. Good. But le vieillard is not the old man. The old man is also le vieil homme. We have Yes, oui, several oui, things the old for man, the le old vieil homme, man. oui, c'est différent. Vieillard, vieil homme, Et c'est le différent. vieux, il y avait le vieux comme possibilité, mais ouais, finalement, je trouve qu'aucun est tout à fait le bon. Encore une fois, c'est extraordinairement frustrant. Je vais me contenter de faire remarquer une toute petite préférence que j'ai sur quelque chose de très anodin, une expression française. Tani, vous nous dites sortez, rassemblez-vous, aujourd'hui sera une nuit de fête. Et vous, Annie, vous nous dites ce soir, c'est fête. Moi, j'aime bien cette expression, les serpents qui disent ah, ce soir, c'est fête. Ça parle bien, quoi. Je trouve ça, c'est sympathique. Je ne sais pas ce que ça donne par rapport au hindi, mais ce soir, c'est fête. C'est sympa d'entendre des serpents dire ça. Bon, une petite note, je trouve que c'était une petite trouvaille sympathique de la part d'Annie. Comment ? C'est littéral, vous n'êtes même pas fatigué à faire ça. Bon, d'accord. Trop modeste. Trop modeste. Bon, bah maintenant, c'est à votre tour, Tani, de lire en premier le deuxième paragraphe. Le deuxième, d'accord. Une splendide impatience s'éveilla en moi. Violemment, j'ouvris la porte d'entrée. Une lampe se consommait à côté du lit, et sur le lit, il n'y avait personne. Rempli de joie, je poussai la porte s'ouvrant sur le jardinet. Regardez, venez, venez tous voir vous-même. Il n'y a personne sur le lit, rien du tout. Une folle envie de me précipiter au dehors me prit, de crier dans chaque petit trou. Chaque fente, chaque impasse, venez, il n'y a plus que nous, plus que nous. C'est chouette. Annie, à vous. Vous l'avez, je l'ai là. Si. J'étais tout excitée. J'étais tout excitée. Transportée. J'ouvris d'un coup la porte de l'entrée. La lampe à huile était toujours allumée au chevet du lit. Et il n'y avait personne dans le lit. J'ouvris joyeusement la porte d'en face qui donnait sur le jardin. Qu'ils comprennent. Regardez, venez voir. Venez tous voir vous-même. Personne dans le lit, rien dans le lit, rien de rien. L'envie me prit de courir comme un fou à tous les trous, toutes les lézardes, tous les passages souterrains et de les appeler. Venez, approchez. Maintenant, c'est moi. Rien que moi. Donc là, d'emblée, dès le début de ce paragraphe, on voit une grosse différence. Annie, vous nous dites « J'étais tout excitée, transportée ». Et vous, Tani, une splendide impatience s'éveilla en moi. Donc là, on est quand même dans une situation où il faut demander ce que nous dit l'original. Est-ce que, Annie, vous voudriez nous expliquer ça ? Vous dites plus simplement « J'étais tout excitée, transportée ». Donc c'est le... J'ai changé 4 fois Voilà. encore. Bon, j'ai passé à ému, remué. En fait, le hindi, littéralement, à moi,
Méandre. Donc Alors, littéralement, ça dit qu'est-ce que c'est? littéralement dans moi et c'est là, c'est terriblement dur. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Qu'il y a un adjectif qui est très beau, l'adjectif formé d'un mot arabe, d'ailleurs pas du syncrétisé, une petite particule qui des fois veut dire l'intensif et des fois veut dire l'atténuatif, et après le fameux mot qui veut dire où on s'en est sorti, finalement un petit peu de la même façon, parce que c'est malaise, c'est restlessness, c'est un dérivé avec un préfixe négatif de ce qui veut dire l'aise, le bien-être. Bon, le mot qui veut dire le contraire de ça. Un adjectif que je veux dire beau, une particule, et puis à l'intérieur de moi. Alors, bon. Et voilà comment. Bon, il faut dire que c'est vrai, le hindi, il tourne toujours par en moi ou à l'intérieur de moi, tel sentiment. Donc ça donne, on peut le traduire par j'étais ou bien s'empara de moi. On a ces deux solutions en français. Mais moi, il me semble qu'au-delà des différences, on a quand même toutes les deux opté vers le positif. Parce que cette espèce d'agitation interne qu'il y a... Oui, c'est une excitation qu'il a à ne voir personne, quoi. Oui. Ben moi, je l'ai compris comme plus... Plus que ça? Ah oui, c'est qu'il est avec le peuple des serpents, puis il va participer à cette extraordinaire symphonie qui commence. C'est comme ça que je l'ai compris. D'accord. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Tani? Oui? Oui, oui. D'accord. Alors, moi, il y a une autre chose qui est frappante, c'est donc qu'il est là, il ne voit personne, il n'y a personne sur le lit, rien du tout, rien de rien. Il a envie de courir comme un fou et crier ça partout. Et il dit, venez. Alors là, vous dites, vous, Annie, venez, approchez maintenant, c'est moi, rien que moi. Et vous, Tani, venez, il n'y a plus que nous, plus que nous. Moi, lecteur candide, ne comprenant pas un mot de hindi, je comprends que le serpent est en train de rassembler tous les autres, est en train de dire venez, venez, il n'y a plus que nous, on est tranquille, le vieux, le grand-père, le vieillard est parti, son bâton ne nous menace plus, il n'y a plus que nous. Alors Annie, donc ça je vous donne le point de vue du lecteur, de l'homme de la rue que je suis. Annie, dites-nous pourquoi vous dites venez, approchez, maintenant c'est moi, rien que moi. Moi, ça me frappe un petit peu, ça. Mais Tani dit pareil. Hein. Bon, il y a la question Elle dit il n'y a plus que nous, plus que nous. Oui, mais la personne qui parle dans les deux, c'est pas les serpents. Parlez dans le micro. C'est pas les serpents. Ah, d'accord. C'est pas les serpents qui parlent. On est d'accord, Tani et moi, là. Oui, oui. Donc oui, ben, c'est vrai, je ne me suis pas posé la question, j'aurais dû me la poser, parce qu'en hindi, c'est le pronom qui est utilisé pour nous, et souvent, surtout quand on n'est pas en standard, pour je. Et c'est vrai que j'ai même pas réfléchi, parce que, si vous voulez, quand j'ai visualisé la scène, présentée comme c'est, je la voyais avec les yeux du narrateur. Et c'est pour ça que j'ai même pas envisagé d'englober d'autres personnes. C'est pas exclu qu'ils soient pas seuls à la maison. Mais comme je voyais cette espèce de poésie qui prenait, parce que tout simplement ça démarre avec j'entends. Et c'est sensoriel et c'est par lui que ça passe. Mais maintenant que vous me posez la question, vous me donnez un doute. Vous me mettez le doute? Ouais. Oh, désolé. On n'avait pas besoin de ça, c'était déjà assez compliqué. Vous le dites, vous l'avez dit. Je suis désolé. Hindi speakers in the audience, what is your take on this very... What is the hum? What is the hum? अब हम हैं, बस हम हैं. So hum is actually us. Literal is us. You think it's us? No, the literal translation would be us. Okay. Could be the narrator and We should ask the author. I was about to. You see, we have a disagreement. Two people here, two different points of view. In the context of the narrator addressing the snakes a few lines prior to this, one could assume that it's the narrator and the snakes in conjunction becoming hum or us. Okay. Yeah, I think it's that. Do you agree with that? So we're more like towards we, but the me is okay, right? Once it sounds like a Scottish thing again, but okay, we're doing okay. Thank you, that's great. I think Hindi has this, very, very troubling ambiguity with its we and I and so on. Yeah. So it's really, really very difficult, and often the translator has to take a decision. You have to make a decision, Yeah. right?
So you have to go out on a limb and go for it, absolutely. And the author has to imagine what she meant. Yes. Folks, I'm awfully sorry to say we're running out of time. Therefore, this is going to be terrible. We're going to have to skip to the end. Fast forward, last paragraph, and then we're out of here. I'm awfully sorry. So the last paragraph, we're going to ask Annie to read her translation of the very last paragraph, which is one sentence. Am I right, Annie? Dans le champ qui ondoyait sous la lune. À moins que vous souhaitiez changer. Non, bah tiens. Annie, coming over. C'est bon. Dans le champ qui ondoyait sous la lune, tous les serpents battus, tous les vivants offensés, dansaient ensemble une danse inouïe. Et tous avaient les yeux qui flamboyaient d'éclairs. Très bien. Tani, au clair de lune. Au clair de la lune, dans le champ ondulant, tous les serpents meurtris et toutes les créatures humiliées étaient en train de s'abandonner à une merveilleuse danse, et leurs yeux brillaient, lumineux comme des ampoules électriques. Donc, encore une fois, de grande différence. Au clair de la lune, vous l'avez fait exprès? Oui. Il y a un équivalent en hindi? Non, ça peut-être. Non, ça n'existe pas en culture hindi, mais vous l'avez fait exprès? Oui. D'accord. Alors, les serpents battus, les serpents meurtris, la danse inouïe, et vous, c'est une merveilleuse danse. La question, évidemment, qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi l'une d'entre vous parle d'éclairs et l'autre d'ampoule électrique. Moi, c'est plus littéral. D'accord. Annie, pourquoi les éclairs? C'est aussi comme ça qu'on dit les éclairs. Bijli Kallattu. Mais en hindi, littéralement, ce sont? Bijli, c'est les deux, c'est l'ampoule et c'est la foudre, c'est les deux en hindi. l'électricité. Bijli, c'est l'électricité, celle de l'atmosphère et celle qui arrive à la prise de courant. Donc c'est les deux, mon commandant, c'est ça? On non. a le choix, on fait ce qu'on veut là, c'est ça? We can choose between both the translations. But then again, if you consider the eyes of the snakes, would the eyes of the snakes be like thunderbolts or like light bulbs? That's a big discussion. Anyway, I think both translations are fabulous. We were so fortunate this evening to have fabulous authors and outstanding translators. I, for one, had a fabulous time. I hope you all did. And let's hear a huge round of applause for everyone. Merci, merci, merci.